Et bonjour à tous, je suis Processus TF et aujourd'hui on se retrouve pour une formation gratuite sur l'authentification dans un environnement Active Directory et ses limitations. Alors avant de commencer, je vais déjà me présenter, donc je m'appelle Processus TF. Dans la vie de tous les jours, je suis administrateur système et réseau pour une clientèle uniquement professionnelle. J'ai 28 ans. Et depuis 2015, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je poste des contenus vidéo réguliers sur le sujet de la cybersécurité qui s'appelle Les tutos de Processus. Donc c'est la chaîne sur laquelle vous êtes. N'hésitez pas donc à vous abonner si ça vous intéresse et que vous voulez en voir davantage. Il faut savoir qu'il y a 70% des personnes qui visionnent mes vidéos qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc vraiment, c'est important de le faire, ça prend pas très longtemps et ça permet de peser un peu plus dans la balance auprès de potentiels partenaires pour organiser d'autres vidéos encore plus grosses. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est super important, ça vous apportera des notifications à chaque publication de nouvelles vidéos ou de nouveaux posts sur la chaîne YouTube. Donc faites-le, n'hésitez pas, et un grand merci pour ceux qui le font. Pour cette formation, je vais faire quelques exemples en direct. Donc dans un premier temps, on va déjà montrer le lab, de quoi il est constitué, de quel type de machine. Ensuite, on verra le principe de l'authentification défi-réponse. Ensuite, on verra ce qu'est un hash, à quoi il sert et comment on peut récupérer, en tout cas retrouver un mot de passe à partir d'un hash. On verra ensuite l'historique de ces hashes, d'où ils viennent, de quelle année ils viennent, les limitations de ces hashes, quelles sont les limitations justement de l'authentification avec un hash de mot de passe et leurs évolutions, les évolutions des différents hashes qu'on utilise dans un environnement Active Directory et aussi dans l'authentification locale. Et donc justement, on verra ensuite l'authentification locale et le principe, la partie théorique, on va dire, de l'authentification dans un environnement Active Directory. Et donc c'est cette partie qui sera le gros point de la formation. On verra ensuite les différents fournisseurs de support de sécurité, je pense notamment à LSASS dans Windows. Et ensuite, on verra tout de suite les limitations de l'authentification dans Active Directory, donc l'attaque DCSync, la pré-authentification Kerberos. On verra également l'attaque par responder et évidemment le relais NTLM. Et enfin, on pourra conclure donc, sur la délégation sans contrainte, la partie théorique sur la génération de tickets TGT et TGS, à quoi sert le compte KRB TGT, et on verra comment générer un Silver Ticket et enfin, pour conclure, le Golden Ticket. Pour ce qui est du schéma du lab, on a grosso modo deux domaines. Le domaine oldlab.local et le domaine poonlab.local. Toutes les machines sont sur le même sous-réseau en 172.23.96.0/24. Et on aura une machine attaquante qui sera sur les deux domaines à la fois. Dans le domaine oldlab.local, on a simplement un serveur 2008 R2 qui est en 172.23.96.108. Pour le domaine poonlab.local, on a un contrôleur de domaine qui porte le nom de srv-dc et qui se trouve en 172.23.96.100. Et enfin, on aura un serveur de ressources qui s'appelle srv-smb, donc qui fera du partage de fichiers et qui se trouve en 172.23.96.101. On aura également un client Windows 10 qui porte le nom très original de Win10, qui se trouve en 172.23.96.110. Et enfin, notre machine attaquante, c'est un Kali Linux tout simple, qui se trouve en 172.23.96.50. C'est depuis cette machine qu'on verra les limitations dans l'authentification Kerberos et comment générer du coup les tickets TGT, TGS, etc. Le principe de l'authentification défi-réponse est en fait une authentification sans divulgation de mot de passe. Le but est d'authentifier l'utilisateur, d'être sûr qu'il est qui il prétend être, sans jamais dévoiler le mot de passe en clair sur le réseau. Lorsqu'un client souhaite s'authentifier auprès d'un serveur, il va lui fournir en clair, sans chiffrement, son nom d'utilisateur. Le serveur, en réponse, va générer un nombre aléatoire, qu'on va appeler défi, et le fournir au client. Le client, qui dispose de son mot de passe, qu'on va appeler secret, va générer le hash de ce mot de passe et utiliser ce hash ainsi que le défi fourni par le serveur pour générer une fonction de hachage. Avec cette fonction de hachage, il va générer un nouveau hash qu'il va transmettre au serveur. Le serveur qui détient donc le hash du mot de passe de l'utilisateur courant, ainsi que le défi qu'il a précédemment envoyé au client, va générer la même fonction de hachage et calculer le hash qui en découle. Si le hash qu'il a calculé correspond au hash fourni par le client, c'est que chacune des entités dispose du bon mot de passe et que l'authentification est réussie sans divulgation de mot de passe. Ce type d'authentification repose en 3 étapes: la négociation, le challenge et l'authentification.
La négociation consiste à fournir donc le nom d'utilisateur, le challenge à fournir un défi et enfin l'authentification à fournir le bon hash avec la fonction de hachage grâce au hash du bon mot de passe ainsi que le défi du serveur. Pour mieux comprendre ce type d'authentification, il faut bien comprendre ce qu'est un hash. Un hash en français peut être traduit par empreinte numérique. Ce mot vient de l'anglais pagaille, désordre, mélanger, recouper. Il existe plusieurs fonctions de hachage, comme par exemple MD5 ou SHA-1. Le principe d'une fonction de hachage est donc de calculer l'empreinte numérique d'une donnée. Il faut savoir que une fois qu'on a l'empreinte numérique, on ne peut pas remonter jusqu'au mot de passe. Vous l'aurez compris, une fonction de hachage permet donc de calculer une empreinte numérique d'une donnée pour pouvoir ensuite comparer deux empreintes numériques sans jamais divulguer la donnée initiale. En théorie, l'empreinte numérique d'une donnée est unique. En pratique, c'est extrêmement rare, ça s'appelle une collision de hash, et on n'évoquera pas ça aujourd'hui ici. Voici à l'écran un exemple du hachage du mot de passe password avec l'algorithme MD5. Bien qu'il soit impossible de récupérer le mot de passe initial à partir d'un hash, il existe une technique qui permet de le faire et qui consiste à calculer le hash d'une quantité astronomique de mots de passe jusqu'à trouver une correspondance de hash. Cette méthode est appelée attaque par force brute, ou brute force en anglais, et elle peut être effectuée soit avec un dictionnaire, soit par itération. On va tester donc la lettre A, puis AA, puis AAA, jusqu'à trouver un hash qui correspond au hash recherché. Dans le cas d'une attaque avec un dictionnaire, si le mot de passe initial n'est pas dans la liste du dictionnaire, l'attaque ne sera pas réussie. En revanche, pour ce qui est de l'itération, le mot de passe sera forcément trouvé à un moment donné. Seule la durée importera à ce moment-là et fera la robustesse du mot de passe. Cette durée variera en fonction du type d'algorithme de hachage et de la longueur du mot de passe et de sa complexité. Maintenant qu'on a vu ce qu'est un hash et à quoi il correspond, on va pouvoir voir son historique dans Windows et ses différents formats. Attention, petite parenthèse, tous les protocoles qui vont être maintenant cités n'interviennent que dans le cadre d'une authentification réseau. Exemple, un client qui souhaite accéder au partage de fichiers d'un serveur. Ils n'interviennent en aucun cas dans une authentification locale. Exemple, une ouverture de session sur la console d'un poste. Lors d'une authentification réseau, on parle souvent de HNTLM. Ce qui n'est pas correct. Il s'agit d'un abus de langage, puisque NTLM désigne le protocole utilisé pour l'authentification. Pour ce qui est du format du hash, on utilisera soit le format LM, donc pour LAN Manager Hash, soit le hash NT pour NT LAN Manager. Le format LM pour LAN Manager Hash donc est le format historique inclus dans Windows. Il est aujourd'hui complètement désuet et même à proscrire, puisqu'il repose sur un algorithme DES qui est assez ancien et très faible. Il faut savoir qu'avec ce type de hash, le mot de passe initial ne peut pas dépasser 14 caractères, le tout sur un alphabet restreint. Et d'ailleurs, le calcul du hash ne se fait même pas sur la totalité du mot de passe puisque ce dernier est divisé en deux portions de 7 caractères. Bref, c'est complètement à proscrire. Le format NT pour NT LAN Manager est plus récent. Les mots de passe peuvent aller jusqu'à 255 caractères, encodés sur un alphabet Unicode, qui laisse une plus large possibilité à l'utilisateur, qui peut utiliser donc des caractères spéciaux, et il repose sur un algorithme de chiffrement qui est MD4, donc beaucoup plus robuste qu'un simple DES. Il faut donc retenir que NTLM peut être utilisé par abus de langage et de façon incorrecte donc, un format de hash, mais aussi et surtout un protocole d'authentification. Pour renforcer la sécurité d'un mot de passe, on conseille souvent d'utiliser une technique dite de salage. Cette technique consiste à rajouter au mot de passe ce qu'on appelle un grain de sel, un chiffre ou un caractère aléatoire dont seul le serveur a connaissance avant de calculer le hash du mot de passe. Ainsi, un même mot de passe fourni au serveur aura un hash complètement différent à chaque fois. Pour les deux formats de hash que l'on vient de voir à l'instant, il n'existe pas de technique de salage. Il est donc possible, pour un attaquant qui souhaite retrouver le mot de passe à partir d'un hash, d'utiliser ce qu'on appelle des tables de précalcul. Ces tables sont en fait des hashes de mots de passe déjà calculés qui sont indexés dans une base de données. On appelle cette technique l'attaque par Rainbow Table également. Et ça permet de récupérer facilement un mot de passe à partir d'une liste de hashes déjà calculée. Comme on l'a vu précédemment, lors d'une attaque par force brute, l'étape la plus longue est le calcul du hash. Si tous les hashes sont déjà calculés, alors il ne reste plus que l'étape de comparaison à effectuer et la récupération du mot de passe peut être effectuée
très rapidement. Concernant l'évolution des formats de hash, il faut savoir que LM, donc le LAN Manager Hash, a été utilisé dans Windows 95, 98 et 98 SE. Et NTH, donc NT LAN Manager Hash, a été introduit dans Windows XP et Server 2003. Il est important de savoir que la première version de NTLM, appelée NetNTLM v1, embarque les formats de hash LM ainsi que NT. Il est donc possible de spécifier au serveur lors de la transaction que l'on souhaite utiliser le format LM, rendant ainsi l'authentification beaucoup moins robuste. Depuis Windows 2000, la deuxième version du protocole NTLM, qu'on appelle NetNTLM v2, est utilisée. Elle utilise un algorithme un peu plus robuste qui est HMAC MD5, ainsi qu'un défi de taille variable, des informations concernant l'horodatage, ainsi que sur la cible, renforçant un peu plus l'authentification. Il est à noter également que c'est uniquement depuis Windows Vista et Server 2008 que le condensat du HLM n'est plus stocké par défaut. Pour ce qui est de l'authentification réseau, on l'a vu précédemment, on se base donc sur le principe de l'authentification défi-réponse, donc qui se déroule en 3 étapes, la phase négociation, la phase challenge et la phase authentification. Ici, petite démonstration donc en direct, je suis sur un poste client en Windows 10, et si j'essaye d'accéder au partage de fichiers d'un serveur qui se trouve en 172.23.96.101, ici j'ai une authentification, donc avec une négociation, ici un challenge qui m'est renvoyé, et ensuite une authentification avec le nom de l'utilisateur qui apparaît bien en clair. On a donc vu comment se déroulait une authentification sur le réseau sans domaine. Dans un environnement Active Directory, donc avec un domaine, l'authentification est centralisée. On parle d'authentification Kerberos. Il faut comprendre que Kerberos est un protocole d'authentification au même titre que NTLM, et d'ailleurs NTLM peut également être utilisé au sein d'un environnement Active Directory pour l'authentification des clients sur le réseau. Active Directory est un service d'annuaire de ressources qui regroupe l'ensemble des machines, des comptes et des groupes et des utilisateurs qui se trouvent sur un même domaine. Kerberos est un protocole d'authentification qui permet de gérer les services d'annuaire comme Active Directory. Le schéma d'authentification dans un environnement Active Directory fait intervenir un tiers de confiance qui est le centre de distribution des clés ou le KDC pour Key Distribution Center. Il s'agit du contrôleur de domaine. Le principe de cette authentification est également la non-divulgation de mots de passe. Toutes les authentifications passeront par le centre de distribution des clés qui garantira l'authentification de l'utilisateur auprès du serveur qui distribue, qui propose la ressource auquel cet utilisateur souhaite accéder. Le schéma des transactions dans une authentification Kerberos est assez complexe. Le client, dans un premier temps, va s'authentifier auprès du KDC. Le KDC va vérifier que l'authentification est réussie et si c'est le cas, il va fournir un jeton au client. Le client va redonner ce jeton au KDC pour lui demander l'accès à une ressource, par exemple un partage de fichiers sur un serveur A. Le KDC va lui renvoyer un second jeton que le client va ensuite présenter au serveur de ressources. Le serveur de ressources vérifie que l'utilisateur a bien accès en fonction des groupes auxquels il appartient à la ressource demandée, et si c'est le cas, il va lui fournir. Pour que ce soit plus simple à comprendre de manière détaillée, je vais vous faire un schéma complet. Lors d'une authentification dans un domaine Active Directory, le client va en premier lieu envoyer une demande de jeton TGT pour Ticket Granting Ticket au contrôleur de domaine, le KDC, donc le Key Distribution Center. Il va envoyer cette demande via un paquet KRB ASREC pour Kerberos Authentication Service Request. Pour obtenir ce jeton TGT, le client fournit l'heure précise de la demande, appelée timestamp, chiffrée avec le hash de son mot de passe personnel, son nom d'utilisateur, ainsi que d'autres informations. Le KDC reçoit la demande de jeton TGT et vérifie l'existence de l'utilisateur dans son annuaire. Si l'utilisateur est trouvé, il va alors récupérer son hash de mot de passe pour déchiffrer le timestamp envoyé par le client. S'il n'arrive pas à déchiffrer le timestamp, c'est que le mot de passe utilisé par le client pour générer le hash et chiffrer le timestamp est incorrect. Si le déchiffrement est réussi, le client possède bien le bon mot de passe pour le compte spécifié. Le KDC va donc générer une clé de session unique, limitée dans le temps et disponible uniquement pour cet utilisateur et pour la session en cours.
Le KDC renvoie ensuite au client une réponse sous la forme d'un paquet KRB ASREP contenant la clé de session chiffrée avec le hash du mot de passe du compte spécifié par le client, ainsi qu'un jeton TGT qui contient le nom d'utilisateur, la période de validité, la clé de session et d'autres informations concernant les spécificités du compte, comme son identifiant et les groupes auxquels il appartient, qu'on appelle le pack. Ce TGT n'est pas lisible par le client, puisqu'il est chiffré avec la clé du KDC. Donc, seul le KDC est en mesure de déchiffrer et d'accéder au contenu de ce jeton. Le client reçoit le jeton TGT et la clé de session qu'il pourra déchiffrer avec le hash de son mot de passe. Il envoie ensuite au KDC un nouveau paquet KRB TGS REC pour demander un jeton TGS pour Ticket Granting Service, afin d'accéder à une ressource précise d'un serveur précis sur le domaine. Ce paquet contient plusieurs informations. D'abord, le jeton TGT précédemment fourni par le KDC. Ensuite, l'identifiant de la ressource à laquelle le client souhaite accéder, qu'on appellera SPN pour Service Principal Name. Et enfin, son nom d'utilisateur et l'heure précise de la nouvelle demande, qu'on appellera timestamp, chiffrée avec la clé de session précédemment fournie par le KDC. Lorsque le KDC récupère ces informations, il va comparer le contenu du jeton TGT, qu'il est le seul donc à pouvoir déchiffrer, avec le contenu du troisième élément, à savoir le nom d'utilisateur et le timestamp chiffré avec la clé de session du jeton TGT. Si le déchiffrement réussit et que les informations déchiffrées correspondent à celles contenues dans le jeton TGT, la clé de session utilisée pour chiffrer les informations est donc vérifiée, prouvant que le client a bien été authentifié précédemment lors de la demande de jeton TGT. Le KDC va alors récupérer dans son annuaire la clé de chiffrement de la ressource demandée par le client. Le KDC répond au client via un paquet KRB TGS REP qui contient une nouvelle clé de session chiffrée avec la première clé de session et un jeton TGS qui contient le nom de l'utilisateur, l'identifiant de la ressource demandée, ainsi que d'autres informations du compte utilisateur comme son identifiant et ses groupes qu'on appelle donc le pack. Ce jeton TGS est chiffré avec la clé du service demandé. Il est donc déchiffrable uniquement par le serveur qui fournit la ressource. Le client reçoit les informations et peut déchiffrer la nouvelle clé de session grâce à la clé de session précédemment reçue lors de la requête du jeton TGT. Il transmet alors un paquet KRB AP REC au serveur fournissant la ressource à laquelle il veut accéder, qu'il va chiffrer avec la nouvelle clé de session. Ce paquet contient le jeton TGS ainsi que des informations du compte utilisateur, donc son identifiant, ses groupes, qu'on appellera le pack. L'échange est identique à celui effectué avec le KDC. Le serveur fournissant la ressource reçoit les informations qu'il peut déchiffrer grâce à la clé du service qu'il possède. Il compare le contenu du jeton TGS avec les informations du compte fournies par le client et si elles correspondent, cela signifie que le KDC a confirmé l'authentification de l'utilisateur. Le serveur vérifie donc que l'utilisateur spécifié dispose des permissions pour accéder à la ressource en fonction des infos contenues dans le pack, comme les groupes auxquels il appartient par exemple. Et le cas échéant, lui fournit l'accès à la ressource demandée. Il faut bien comprendre que le contrôleur de domaine gère uniquement l'authentification et que c'est le serveur de ressources qui gère les autorisations d'accès à la ressource via le pack de l'utilisateur, notamment en fonction des groupes auxquels il appartient. Attention toutefois, si l'utilisateur tente d'accéder à une ressource en spécifiant l'adresse IP du serveur, c'est le protocole NTLM qui sera utilisé. Si vous souhaitez utiliser le protocole Kerberos, il faudra dans ce cas utiliser le nom DNS du serveur afin que le contrôleur de domaine puisse résoudre le SPN associé, le Service Principal Name, et trouver la clé qui lui est associée pour chiffrer le jeton TGS. Pour éviter qu'un utilisateur ne doive retaper son mot de passe à chaque tentative d'accès à une ressource du réseau, son nom d'utilisateur et son mot de passe sous différents formats, donc le HNT, le HLM qu'on a vu précédemment, sont stockés dans des fournisseurs de support de sécurité qu'on appelle SSP. Ces fournisseurs sont en fait des DLL qui sont chargés dynamiquement dans un processus système qui se trouve être le processus LSASS pour Local Security Authority Subsystem. Ce processus système est entièrement dédié à l'authentification et contient plusieurs fournisseurs qui ont chacun leur rôle
On notera par exemple le fournisseur Kerberos, le fournisseur NTLM qu'on a déjà vu. Cette technique fonctionne et est très pratique. Néanmoins, elle représente un risque majeur d'un point de vue sécurité, puisque le processus système LSASS est exécuté avec les privilèges système sur la machine. Le processus n'est donc pas exécuté avec les privilèges de l'utilisateur courant, et donc il n'existe qu'un seul processus pour l'ensemble des utilisateurs d'une même machine. Par défaut, Windows stocke les 10 derniers hashes des mots de passe. Il existe un logiciel très connu qui s'appelle Mimikatz, qui est développé par Benjamin Delpy, qui permet de récupérer l'ensemble de ces hashes contenus en mémoire. Le principe fonctionne sur les privilèges SE Debug Privilege, qui est un privilège dont les administrateurs disposent par défaut, qui permet d'attacher un debugger au niveau du noyau ou sur un processus qui tourne sur le système. Et donc, c'est bien notre cas, puisqu'il nous suffit d'attacher un debugger sur le processus LSASS pour récupérer toutes les informations qui s'y trouvent en cache, et donc de cette façon récupérer l'ensemble des hashes des autres utilisateurs du système. Depuis Windows XP et Server 2003 et jusqu'à Windows 8.0 et Server 2012, l'un des fournisseurs de support de sécurité, WDGest, a été conçu pour gérer l'authentification sur le protocole HTTP. Sur ces systèmes, le fournisseur est activé par défaut et pour des raisons de rétrocompatibilité, l'ensemble des mots de passe qui y sont stockés sans chiffrement. Ce qui signifie qu'avec le logiciel Mimikatz, il est possible de récupérer non pas le hash des mots de passe sur ces systèmes, mais bien les mots de passe en clair, sans chiffrement, de l'ensemble des utilisateurs sur le système. Et donc à présent, si on fait une démonstration en direct, on se retrouve sur DC 2008 qui est le contrôleur de domaine du domaine oldlab.local. Il s'agit d'un serveur 2008 donc qui est directement concerné par le fournisseur de support de sécurité WDGest qui enregistre sans chiffrement les mots de passe dans le processus LSASS. Ici, j'ai téléchargé le binaire compilé pour Windows de Mimikatz. Je vais prendre la version 64 bits et donc si j'exécute notre logiciel, je vais utiliser la commande privilege debug pour fournir les privilèges SEDebug privilege à mon programme et ensuite la commande securelsa logon password pour récupérer l'ensemble des mots de passe et des hashes contenus dans le processus LSASS. Et si je remonte au fournisseur de support de sécurité WDGest qui se trouve juste ici, je vois que mon nom d'utilisateur et administrateur sur le domaine oldlab et mon mot de passe est bien en clair, sans chiffrement, il s'agit de password. Nous avons donc ici rencontré notre première limitation au niveau de l'authentification sous Windows. Il s'agit là d'une authentification locale. À présent, nous allons nous attaquer aux limitations dans un environnement avec de l'authentification Kerberos. Je vous le rappelle, dans un environnement Active Directory, nous avons dit que l'authentification était centralisée. Nous n'avons cependant pas exclu qu'il pouvait exister plusieurs contrôleurs de domaine, donc potentiellement plusieurs machines avec le même annuaire. Pour que cet annuaire soit toujours à jour sur l'ensemble des contrôleurs de domaine, il y a une synchronisation qui est effectuée entre l'ensemble des contrôleurs de domaine. Cette réplication permet de récupérer l'ensemble des données de l'annuaire, y compris les noms d'utilisateurs et les hashes des mots de passe de ces utilisateurs. Vous l'aurez compris, n'importe qui avec assez de privilèges peut donc se faire passer pour un contrôleur de domaine, demander une réplication et récupérer les précieuses données, donc les noms d'utilisateurs et les hashes de leur mot de passe. Cette attaque est appelée DCSync et elle nécessite les privilèges Replicating Directory Changes All et Replicating Directory Changes, qui sont des privilèges accordés par défaut aux administrateurs d'entreprise, administrateurs de domaine ainsi qu'aux contrôleurs de domaine. Bref, potentiellement 4 groupes auxquels vous pouvez appartenir. On l'a vu précédemment, pour obtenir un jeton TGT, le client doit fournir au KDC un timestamp avec d'autres informations chiffrées avec le hash de son mot de passe. Certaines applications ne sont pas compatibles avec cette pré-authentification Kerberos pour obtenir un jeton TGT. Et il est possible, au sein des paramètres des services d'annuaire, pour un utilisateur ou un service, de désactiver cette pré-authentification Kerberos. Sans pré-authentification Kerberos, il n'est donc pas nécessaire de s'authentifier pour obtenir un jeton TGT. Il est donc possible de demander le jeton TGT d'un utilisateur existant dans l'annuaire sans pour autant connaître son mot de passe.
Le jeton TGT nous sera fourni par le KDC et nous pourrons essayer de récupérer le mot de passe qui a permis de chiffrer ce ticket TGT, donc à savoir le hash du mot de passe de l'utilisateur. Nous pouvons effectuer une démonstration en direct grâce à la suite Impacket et au script getNPUser en spécifiant le nom du domaine, donc ici poonlab.local, ainsi que le nom d'utilisateur. Ici, on va utiliser l'utilisateur Michael. On spécifie qu'on ne veut pas utiliser de mot de passe et ensuite, on va spécifier l'adresse du contrôleur de domaine, donc chez nous qui se trouve en 172.23.96.100. Et ici, on va donc récupérer un jeton TGT pour l'utilisateur Michael. On va l'enregistrer dans un fichier michael.h et on va aller modifier ce fichier pour ne garder que la ligne qui concerne le KRB5 ASREP, donc le jeton TGT. Et ensuite, on peut utiliser l'outil John the Reaper sur notre fichier michael.h en lui spécifiant une word list. Ici, par exemple, je vais lui spécifier la word list RockU. Et ici, on voit que notre jeton TGT a été déchiffré. Le mot de passe de l'utilisateur Michael est password. Lorsqu'on tente d'accéder à une ressource d'un serveur, Windows fournit le nom d'utilisateur en clair ainsi que le hash netNTLM au serveur. Ce dernier vérifie si l'authentification est réussie et si ce n'est pas le cas, il invite l'utilisateur à renseigner son mot de passe. Le protocole LLMNR pour Link Local Multicast Name Resolution a été intégré pour la première fois dans Windows Vista. Son but est que lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à la ressource d'un serveur en spécifiant son nom DNS et que ce dernier n'est pas trouvé, le poste va demander à toutes les machines du réseau, donc en broadcast, où se trouve le serveur. Il est donc possible, dans ce cas de figure, d'effectuer une attaque par responder. Le but de cette attaque est d'écouter les requêtes LLMNR sur le réseau et d'usurper l'identité d'un serveur dont un utilisateur cherche à accéder à une ressource. De cette façon, si nous nous faisons passer auprès de l'utilisateur pour un serveur légitime, ce dernier essaiera de s'authentifier auprès de nous et nous pourrons récupérer son nom d'utilisateur en clair et son hash netNTLM qu'il nous enverra. Évidemment, de la même façon, ce hash netNTLM peut être utilisé de façon à récupérer le mot de passe initial via une attaque par force brute. Une amélioration de cette attaque responder est le relais NTLM. Le principe est de ne pas seulement capturer les informations de l'utilisateur, mais de les relayer cette fois-ci sur un serveur légitime afin de s'authentifier auprès d'un serveur légitime en tant que notre utilisateur dont nous avons récupéré les informations d'accès. L'attaque va fonctionner donc en deux temps. Dans un premier temps, nous allons écouter les requêtes LLMNR avec responder et y répondre pour usurper l'identité d'un serveur légitime et récupérer les informations d'identification d'un utilisateur sur le domaine. Dans un second temps, on va utiliser un autre outil comme NTLM Relay X par exemple de la suite Impacket qui va nous permettre de relayer les informations que nous avons récupérées de notre utilisateur sur cette fois-ci un vrai serveur sur le domaine pour accéder aux ressources de ce serveur en tant que l'utilisateur dont nous aurons les accès. Il est également possible de faire une démonstration en direct. Dans un premier temps, nous allons modifier le fichier de config de responder afin de désactiver le SMB et le HTTP. Puisque ces ports vont être utilisés par le script NTLM RelayX. Nous allons ensuite, dans un second temps, lancer donc notre responder sur notre interface ETH0, puis utiliser le script NTLM RelayX de la suite Impacket avec l'option "-t" qui nous permet de spécifier l'adresse IP du serveur qui spécifie la ressource à laquelle nous souhaitons accéder. Chez nous, on va utiliser la 172.23.96.101 qui indique en fait l'adresse IP du serveur qui contient une ressource de service de fichiers, de partage de fichiers. Et nous allons utiliser le support SMB2, donc en spécifiant SMB2 support. Ici, nous avons donc lancé nos deux scripts. Nous allons utiliser un client sous Windows 10 qui va tenter de se connecter à
une ressource d'un serveur qui n'existe pas sur le réseau. Ici, j'ai rentré des caractères aléatoires. La requête LLMNR est poisonnée, c'est-à-dire que nous avons usurpé l'identité du serveur SDGDFGG et nous avons utilisé les informations d'identification de l'utilisateur actuel de notre Windows 10 pour s'authentifier auprès de notre serveur en 172.23.96.101 sur lequel nous avons ensuite dumpé la table SAM et ici nous avons donc les identifiants, les hashes qui sont enregistrés dans la table SAM du poste courant. Nous l'avons vu précédemment, pour qu'un client puisse accéder à la ressource d'un serveur, il doit d'abord demander au KDC un jeton TGT pour s'authentifier, puis un jeton TGS qu'il va présenter au serveur qui fournit la ressource afin qu'il vérifie s'il est autorisé ou non à accéder à cette ressource. Cette méthode est parfaitement fonctionnelle. Néanmoins, dans le cas d'un serveur qui fournit un accès à des ressources hébergées sur un autre serveur, cela ne peut pas fonctionner, puisque le serveur qui contient la ressource en bout de chaîne doit pouvoir connaître qui est l'utilisateur et quels sont ses droits pour savoir s'il a accès ou non à la ressource auquel le premier serveur tente de lui faire accéder. Puisqu'un exemple vaut mieux que 1000 explications, imaginez un serveur SharePoint. L'utilisateur va s'authentifier sur le serveur SharePoint. Il va ensuite avoir accès à des fichiers qui se situent sur un autre serveur. Et ce ne sont pas les droits du serveur SharePoint qui vont être appliqués sur l'accès aux ressources fournies par le serveur de fichiers. Ce doit être les droits de l'utilisateur courant. Et donc, le serveur SharePoint va donc transférer les droits, il va s'authentifier sur le serveur de fichiers en tant que l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle une délégation sans contrainte. Techniquement, le serveur SharePoint ne fait que transférer le jeton TGT de l'utilisateur au serveur de fichiers, au serveur qui fournit la ressource. Mais que se passe-t-il si quelqu'un prend le contrôle de ce serveur SharePoint ? Eh bien, il pourra envoyer des jetons TGT en tant que n'importe qui sur n'importe quelle ressource du réseau. Et donc, potentiellement, il pourra envoyer un jeton TGT d'un administrateur sur le contrôleur de domaine. Il aura donc accès à un jeton TGS lui donnant accès à tous les droits. Et il pourra modifier n'importe quel mot de passe de n'importe quel utilisateur sur le domaine. Concernant la génération de tickets TGT, il est possible d'en effectuer manuellement via la librairie Impacket. On peut utiliser le script getTGT suivi donc du domaine, ici poonlab.local, / le nom de notre utilisateur, ici Michael. On a vu tout à l'heure que le mot de passe de Michael était password avec un 0. Ici, donc, on a réussi à obtenir notre ticket TGT. On peut faire un cat dessus pour voir à quoi il ressemble. Alors, évidemment, c'est du charabia, c'est pas des choses qui vont pouvoir être affichées à l'écran. Mais on va pouvoir faire un export krb5 cname égale suivi de notre michael.ccache. Ici donc, on a exporté le contenu de notre jeton TGT dans une variable appelée krb5ccname et cette variable va pouvoir être utilisée avec l'ensemble des scripts Impacket avec l'option "-k" pour Kerberos. Ici par exemple, je peux faire un python 3 psexec "-k -nopass sur srv-dc.poonlab.local". Ici, je vais donc faire un psexec avec l'authentification via mon jeton TGT qui est dans ma variable krb5ccname sans avoir à taper le mot de passe sur le serveur srvdc. Et ici, si je fais un who am I, je suis en tant qu'autorité NT system sur le serveur srvdc. Donc j'ai bien été authentifié avec le jeton TGT de Michael sur le serveur srv-dc de poonlab.local. Vous l'aurez compris, la génération de jetons TGT est un élément extrêmement important sur le domaine. Dans un environnement Active Directory, il existe un compte utilisateur qui est désactivé par défaut et qui ne peut pas être supprimé à moins de casser le domaine. Et ce compte est le compte KRB-TGT. Comme je l'ai dit, bien qu'il soit désactivé par défaut et qu'il n'ait même aucun droit sur aucune ressource d'aucun serveur sur le domaine,
C'est le compte le plus critique, tout simplement, du domaine, puisqu'il sert à chiffrer et signer l'ensemble des jetons TGT. Plus précisément, c'est le hash du mot de passe du compte KRB TGT qui est utilisé pour chiffrer et signer les jetons TGT. L'ANSSI recommande de modifier le mot de passe de ce compte utilisateur à peu près tous les 40 jours. Attention, il faut le modifier 2 fois. Tout simplement puisque, vu qu'il y a possibilité d'avoir plusieurs contrôleurs de domaine, pour éviter une désynchronisation des contrôleurs de domaine, les deux anciens mots de passe, enfin le mot de passe actuel et l'ancien mot de passe, sont conservés et sont considérés comme valides sur l'ensemble des contrôleurs de domaine. Le mot de passe de ce compte est généré aléatoirement lors de la création de l'annuaire et vous vous doutez bien que si quelqu'un met la main dessus, ça va être très critique pour la sécurité du domaine. Un attaquant qui dispose du hash du compte KRB-TGT d'un domaine pourrait par exemple récupérer l'ensemble des hashes des comptes du domaine, y compris des comptes machines. Et c'est grâce à ces comptes machines qu'on peut créer des TGS. Pour rappel, lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à une ressource d'un serveur dans un environnement Active Directory, il demande un jeton TGT au KDC qui lui fournit et ensuite il lui demande un jeton TGS pour accéder à une certaine ressource précise. Ce jeton TGS contient le pack de l'utilisateur, donc l'ensemble des groupes dans lesquels il est, et ce jeton TGS est chiffré avec le hash du compte machine du serveur qui contient la ressource. Le serveur qui contient la ressource peut donc déchiffrer ce TGS et voir si l'utilisateur est inclus dans certains groupes qui lui donneraient accès à la ressource. Si l'on dispose du hash du compte machine du serveur qui propose la ressource, eh bien on peut forger notre propre jeton TGS avec toutes les informations du pack qui nous permettraient d'y accéder. En bref, on peut s'octroyer la totalité des droits sur la ressource proposée par le serveur si on dispose du hash de son compte machine. Cette génération de jetons TGS permet donc d'avoir la totalité des accès sur la ressource du serveur et elle est appelée génération de tickets d'argent ou silver ticket. Une amélioration de cette technique qu'on appelle génération de tickets d'or ou golden ticket consiste à récupérer le hash du mot de passe du compte KRB TGT. Pour rappel, ce hash permet de chiffrer et signer les jetons TGT. Les jetons TGT permettent notamment de créer le pack de départ, donc le pack qui contient les groupes dans lesquels notre utilisateur fait partie. Puisque l'on dispose du hash du compte KRB TGT, il est possible donc de créer nos propres jetons TGT avec nos propres packs personnalisés. Nous pouvons d'ailleurs créer un utilisateur qui n'existe même pas dans l'annuaire et qui appartiendrait au groupe domaine administrator par exemple. De cette façon, nous pouvons créer un jeton TGT universel avec tous les droits sur toutes les ressources de tous les serveurs du domaine et ensuite demander de façon légitime au KDC un TGS pour cet utilisateur qui a tous les droits. Le KDC ne va pas nous le refuser et donc on aura un vrai passe-partout sur le domaine, c'est ce qu'on appelle un golden ticket, un ticket d'or. Il est possible de faire une démonstration en direct grâce à la suite Impacket. Pour cela, je vais faire un Python 3 lookup SID et je vais utiliser donc le domaine poonlab.local. Ici, je m'authentifie en tant que l'administrateur du domaine avec son mot de passe qui est password sur notre KDC, donc 172.23.96.100. Je récupère donc ici le SID du domaine. Je vais à présent récupérer le hash du compte KRB-TGT grâce à l'outil secretsdump. Je m'authentifie également sur le domaine poonlab.local en tant qu'administrateur. Et donc, je vais récupérer le hash LM et NT de notre utilisateur KRB-TGT. Ce qui m'intéresse, c'est ici le hash NT. Et donc, ensuite, je vais pouvoir faire un Python 3 ticketer suivi du hash NT de notre utilisateur KRB-TGT, le SID du domaine, suivi du nom du domaine et un nom d'utilisateur qu'on va pouvoir choisir aléatoirement. Ici, on va l'appeler formation YouTube. Ici, j'ai bien un ticket TGT qui a été créé pour l'utilisateur formation YouTube.
cet utilisateur n'existe pas du tout dans l'annuaire. Nous avons pu choisir un utilisateur qui n'existait pas dans l'annuaire. Nous pouvons faire donc un export KRB5 ccname de formation youtube.ccache par exemple. Et si je fais un Python 3 SMB client -k -nopass sur le serveur srv-dc.poonlab.local, ici l'option -k me permet d'utiliser l'authentification Kerberos avec la variable krb5ccname qui pointe vers le jeton TGT de formation YouTube. Ici, si je fais un who, je suis authentifié en tant que formation YouTube sur mon serveur srv-dc. J'ai donc réussi à générer un jeton TGT avec la totalité des droits possibles pour un utilisateur qui n'existe pas dans l'annuaire. Grâce au HNT du compte KRBTGT, il a donc été possible de créer un pack attribuant la totalité des droits à notre utilisateur, donc à notre faux utilisateur, puisqu'il n'existe même pas dans l'annuaire Active Directory. C'est ce qu'on appelle donc un golden ticket, un ticket d'or, un jeton TGT passe-partout. C'est donc la fin de cet épisode et de cette formation dans son ensemble. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait un grand plaisir. Je vous rappelle que vous retrouverez en description de cette vidéo le lien vers mon blog lestutosdeprocessus.fr. Vous retrouverez également en description de cette vidéo le support de formation au format PDF. Donc c'est un support de formation de 28 pages qui reprend en fait l'ensemble des points que dont je vous ai parlé en vidéo, ainsi que le diaporama au format PPTX qui permet de suivre le cours de façon un peu plus sympathique. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette formation. Je vous dis à bientôt, je l'espère, et d'ici là, portez-vous bien. Juste avant de clôturer cette formation, j'aimerais dire un grand merci à Pixies du blog Hack'n'Do. Vous retrouverez évidemment en description de cette vidéo le lien vers son blog qui m'a énormément aidé à corriger et apporter plus de précision à cette formation. Donc un grand merci à toi si tu regardes cette vidéo.